En 10 ans, de nouveaux acteurs industriels sont apparus, se sont développés sur l'ensemble du territoire afin de créer une nouvelle filière. Véritablement une filière qui promeut le Made in France. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va marcher. Pour nous, c'était une nécessité. Au départ, on avait pris un certain nombre d'initiatives pour irriguer nos territoires, pour éviter la fracture numérique, pour servir l'ensemble des citoyens français en débit numérique. On le pressentait, on a pris des initiatives et il fallait une loi pour nous permettre de continuer. Aujourd'hui, le succès est là, assurément. Nous avons investi beaucoup, nous avons permis, par les réseaux d'initiatives publiques de première génération, on a réussi à éviter une grande fracture numérique. Mais il est possible, si on y prête garde, il est possible que s'il n'y a pas de décision nouvelle, tout cela puisse se ralentir. Depuis 2004, nous avons pris souvent des initiatives pour relancer la machine. C'est une grande victoire, mais tous les ans ou tous les 2 ans, il faut la relancer et prôner la monture. C'est un modèle qui est irremplaçable pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de mise à très haut débit du territoire national. Sans les collectivités territoriales, cet objectif ne serait qu'une vision de l'esprit. La LMI 425-1 a constitué pour nos territoires ruraux un formidable levier, éviter le déclassement de ces territoires, faire en sorte qu'il y ait un développement économique, faire en sorte qu'il y ait un développement également social parce qu'on est en zone rurale. Je crois que c'est l'enjeu qui a été lancé à cette époque, c'est du droit positif à notre avis, a été de toute façon couvert de succès, eu égard justement aux usages et aux services qu'on a pu développer. Et l'ensemble de cet écosystème ne vit aujourd'hui que grâce à cet acte fondateur qui est le L1425-1. Depuis 10 ans, plus de 2 milliards d'euros qui ont été apportés par les collectivités locales dans ces réseaux d'initiatives publiques, ce qui fait probablement de la France le leader mondial en termes d'intervention publique-privée dans le domaine de ces réseaux. C'est un bon investissement sur 2 aspects, tant sur l'aspect de l'aménagement numérique des territoires. Ces 10 années de déploiement de RIP ont eu un impact très positif sur l'impact sur les collectivités, en termes d'aménagement numérique du territoire bien entendu, mais aussi d'attractivité et de compétitivité. Donc la Caisse est fière d'avoir aujourd'hui dans son portefeuille 33 réseaux d'initiatives publiques qui sont portés par la plupart des opérateurs du marché de RIP, tant Axione, Altitude, Covage, SFR. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires embarqué par ces 33 RIP est de 250 millions d'euros. Et pour la Caisse des dépôts, ça représente à fin 2013 un investissement net de 110 millions d'euros. Un portefeuille globalement rentable, malgré quelques disparités. Certains RIP sont plus rentables que d'autres, mais globalement le portefeuille est rentable. Donc comme quoi la volonté et l'expression des besoins dans les territoires n'est pas décorrélée d'impact économique massif et la FIRIP est là pour l'attester. Les RIP ont eu un impact extrêmement important au cours des 10 dernières années, particulièrement pour le traitement des zones blanches du très haut débit. Par les initiatives qu'elles ont prises, elles ont permis d'apporter le très haut débit avec les technologies sur cuivre à un nombre significatif effectivement de clients. Elles ont eu aussi un effet d'entraînement et de stimulation sur le secteur en poussant les opérateurs privés à déployer probablement plus rapidement leur réseau, notamment en direction des territoires les plus ruraux qui ne l'auraient fait sur une base purement commerciale. Et les impacts des RIP sur nos territoires sont de plusieurs ordres. D'abord, sur les emplois directs qu'on a pu créer, sur les opérateurs qui sont venus, sur les usagers qui utilisent le réseau d'initiative publique. 100 000 usagers utilisent le réseau d'initiative publique. Beaucoup d'entreprises de haute technologie à forte valeur ajoutée se sont implantées. Bref, aujourd'hui, il y avait 2 opérateurs, il y a 20 opérateurs qui sont sur le territoire. C'est dire que la concurrence qui est utile sur les usages et le service joue bien. On souhaite qu'elle ne joue pas sur les réseaux. On souhaite, bien sûr, un certain nombre de présidents de RIP, justement, la neutralité sur les réseaux.
La Banque mondiale et un certain nombre de banques de développement auxquelles nous en avons parlé évoquent aujourd'hui le French Model. Alors ce modèle que nous avons contribué à créer quand j'étais à la Caisse des dépôts consiste à attirer des investissements privés sur des réseaux ouverts et mutualisables. Et il y a un très fort besoin d'investissement dans les pays en développement de nouveaux, Greenfield, qui se trouvent confrontés au sujet de financement de ces infrastructures et au thème de la non-duplication d'infrastructures essentielles. Et donc le modèle français des RIP présente pour les gouvernements un modèle tout à fait intéressant pour à la fois susciter du co-investissement des acteurs privés et surtout attirer des fonds d'infrastructure long terme. Et donc c'est mon rôle aujourd'hui d'ailleurs d'essayer d'évangéliser un certain nombre de pays pour essayer et d'embarquer la FIRIP, la Fédération des réseaux d'initiatives publiques, dans un certain nombre de continents, que ce soit en Amérique latine, et je pars demain au Mexique avec M. François Hollande sur ce sujet-là, parce que le Mexique a décidé de créer un gigantesque PPP sur le modèle des RIP français. C'est en voyant le projet de la Moselle que les ministres successifs mexicains ont décidé de lancer un gigantesque réseau d'initiatives publiques, fibre plus mobile. Et puis il n'y a pas un seul pays africain qui n'ait pas un projet de backbone où les acteurs de la FIRIP n'aient pas leur place. Vous dire qu'effectivement 10 ans c'est charnière. Je pense qu'on est en 2014 sur une nouvelle donne. Alors, le plan France Très Haut Débit a été lancé par le gouvernement il y a à peine un an et on a déjà reçu plus de 60 dossiers de départements souhaitant être accompagnés par l'État sur les déploiements des réseaux très haut débit. Ça représente quand même plus de 5 milliards d'euros d'investissement dans les 5 prochaines années, plus de 3,5 millions de prises FTTH. Donc on voit clairement un engouement très fort des collectivités territoriales pour ce plan. Il faut continuer à aller chercher les dernières collectivités et d'ici la fin de l'année, j'ai bon espoir qu'on atteigne 80% des départements français concernés par leur projet très haut débit. Alors sur le déploiement du THD, la Caisse des dépôts a toute une palette d'outils d'intervention pour les aider, pour les soutenir dans leur projet de RIP très haut débit. Tout d'abord en expertise, en conseil, pour mener des études à leur côté, des études locales, ce sera aussi des études au niveau national pour certaines d'entre elles. Également, la Caisse des dépôts a accompagné 89 schémas directeurs d'aménagement numérique du territoire et en a financé plus de 60. C'est donc important pour les collectivités puisque ça permet de structurer à l'échelle régionale ou départementale leurs projets très haut débit. Le deuxième axe, le deuxième outil mis à disposition des collectivités par la Caisse des dépôts est de l'ingénierie financière et juridique qui consiste à aider les collectivités à structurer leurs projets, tant sur le plan juridique que financier, leurs projets donc très haut débit, et les aider à donc lancer au plus vite leurs appels d'offres. Le troisième axe est financier, il concerne les prêts que la Caisse des dépôts attribue aux collectivités locales auprès de la direction des fonds d'épargne à des taux très compétitifs puisque aujourd'hui les taux sont de 2,25% sur des maturités importantes de 40 ans. C'est donc une source de financement très intéressante pour les collectivités. Et puis le quatrième axe, c'est bien évidemment le rôle d'investisseur de la Caisse des dépôts qui pourra prendre une partie du capital des sociétés de projet aux côtés des opérateurs délégataires. Le déploiement va être accéléré par le formidable besoin que nous avons en données. On parle de la Smart City. Désormais, ce sont des mégabits en nombre infini qui vont être nécessaires. Donc les concurrences par les infrastructures vont un peu s'effacer. Il sera nécessaire dans les 10 prochaines années d'investir rapidement pour permettre à tous les citoyens et à tous les territoires d'avoir les plus hauts débits possibles. C'est une nécessité absolue et le plan national très haut débit s'est donné pour objectif de réussir cela en 10 ans. Il reste beaucoup à faire. On peut observer qu'aujourd'hui, la pente n'est pas suffisante dans le progrès pour assurer la réussite à 10 ans. Nous avons mis
4 ans à passer la loi, mais ils ont été un réel succès en termes d'extension de la concurrence dans les réseaux de backhaul. Les RIP de seconde génération aujourd'hui, c'est un véritable défi parce que le modèle qui malheureusement a été mis en place est celui d'un subventionnement public massif parce qu'on a cantonné les RIP de deuxième génération essentiellement aux zones peu denses. Et donc, alors que les opérateurs de télécom peinent à financer ces investissements gigantesques, puisque c'est une véritable révolution, la fibre dans le réseau d'accès, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution avec de gigantesques investissements sur ce qu'il faut qualifier d'investissement et d'infrastructures essentielles, l'enjeu est d'attirer des fonds privés d'infrastructures qui ont levé des liquidités énormes, qui cherchent des objets d'investissement. Donc pour moi, l'enjeu des RIP, c'est d'essayer de construire ces objets d'investissement pour attirer les fonds de pension privés qui ne demandent qu'une chose, c'est venir s'investir avec le privé dans des réseaux neutres, ouverts et mutualisables de deuxième génération. Sur la première génération, on a réussi sur un RIP à associer, non pas en termes de concurrence entre les territoires, mais en termes de cohésion territoriale, une région, 3 départements, 3 agglos, une grande ville, et faire en sorte qu'à partir de là, eh bien, on assure un développement cohérent sur l'ensemble du territoire et qu'on crée des usages et des services. On a fibré l'ensemble des lycées du Limousin, on a fait en sorte que les tablettes numériques entrent dans les collèges du Limousin, on a fait en sorte également, bien sûr, créer des start-up, on a aussi aidé des entreprises, et la demande est forte justement sur le e-commerce, sur la e-santé, sur la e-formation, mais également aussi, je l'ai dit, sur la santé, avec les maisons de santé pluridisciplinaires. Donc c'est des usages qui ont été créés, mais il s'avère qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. 1.0, 2.0. À savoir, est-ce que le débit que nous avons, qui n'est pas assuré, même si on a un backbone de 1500 km, hein, avec une capillarité, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, compte tenu de la demande qui est croissante, de faire en sorte qu'on se suffise de ce RIP 1. Donc il faut qu'on bascule sur un RIP 2, hein, de deuxième génération, et dans des conditions qui soient acceptables pour le délégataire actuel. C'est toute la négociation qu'on mène de toute façon. Et pourquoi faire ce RIP 2 et pourquoi se lancer dans cette opération de RIP de deuxième génération? Je crois que c'est bien simple. C'est les usages qui sont aujourd'hui importants. Lorsqu'on a créé le réseau d'initiative publique dorsale en Limousin, initialement, c'était 1 mégabit. Aujourd'hui, on est dans une demande qui est à plus de 10 mégabits. Donc ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, la demande est demain. Donc il faut anticiper, il faut avoir cette capacité d'anticipation. Demain, la demande sera encore plus prégnante. Et si on ne répond pas aujourd'hui en donnant des réseaux fibre optique, eh bien on sera à nouveau des délaissés et on va créer une nouvelle fracture numérique sur notre territoire. Aujourd'hui, le paysage de la France du XXIe siècle en matière de numérique est en passe de connaître des évolutions significatives. La reprise de SFR par Numéricable ramènera la France à 3 opérateurs majeurs en matière de très haut débit et donc imposera, je le pense très concrètement, à des évolutions entre les 2 opérateurs que sont Free et Bouygues Télécom. La restructuration de l'offre numérique des opérateurs nationaux est bien avancée, mais pas complètement stabilisée à ce jour. Elle nécessite une obligation supplémentaire en direction des collectivités territoriales et de l'État. Il faut donc revisiter pour réaménager le plan France très haut débit de façon à ce que les collectivités territoriales puissamment investies dans le déploiement de leur réseau. Je rappelle que les collectivités, sur un objectif de près de 20 milliards d'euros mobilisés sur le FTTH, en assumeront le risque au moins pour 13 milliards. Il est donc indispensable que les collectivités territoriales soient mieux associées à la gouvernance de cette thématique et nous attendons la création d'un établissement public pour en quelque sorte mieux partager, non pas en opposition à l'État, mais aux côtés de l'État,
l'atteinte de cet objectif et surtout de sécuriser les risques pris par les collectivités territoriales qui, je le rappelle, mobilisent l'essentiel du financement pour atteindre l'objectif du full FTTH dans les 10 ans qui viennent. C'est toujours plus compliqué de démarrer, donc le démarrage a eu lieu. Maintenant, j'ai envie de dire que la voiture elle est sur l'autoroute, néanmoins, l'autoroute est pleine d'embûches. Et pour que cette autoroute, l'autoroute de l'information, fonctionne correctement, il y a un certain nombre de points de vigilance qui ont été rappelés ce matin lors de notre colloque par les différents intervenants. J'en citerai quelques-uns. Premièrement, c'est un établissement public, de façon à ce que l'État, avec les collectivités territoriales, puisse piloter l'ensemble du dispositif, puisqu'on voit bien qu'il y a encore des problèmes de coordination entre l'autorité indépendante de régulation, la mission France Très Haut Débit, les collectivités locales, l'Europe, il ne faut pas oublier l'Europe. Je mettrai ça dans mon deuxième point, point de vigilance au niveau européen. Pourquoi ? Parce que pour que les collectivités locales puissent bénéficier de subventions, il est nécessaire d'avoir un accord de l'Europe. Sans cet accord de l'Europe, tout ce que nous avons mis en place ces dernières années tomberait à l'eau. Donc point de vigilance important au niveau européen. Et enfin, le nerf de la guerre, le financement. L'État nous explique que 3 milliards d'euros sont aujourd'hui sécurisés. Je ne demande qu'à le croire. Néanmoins, il y a toujours un fonds d'aménagement numérique des territoires, fonds sans fonds, puisque encore à l'heure actuelle, il n'est pas abondé. Et en parallèle des financements État, financement Europe, qui est un vrai challenge, et on y travaille avec Jean-Christophe au niveau européen pour le coup, puisque nous sommes en train de fédérer des associations équivalentes à la FIRIP. Donc nous avons déjà l'ensemble de la Scandinavie, Suède, Finlande, Norvège, nous avons l'Estonie, nous avons le Danemark, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Espagne. L'objectif, il est simple, c'est de pouvoir peser à Bruxelles afin de dégager des financements rapidement pour l'aménagement numérique des territoires.